Nous allons évoquer un sujet qu'on connaît tous dans les entreprises parce qu'on a tous vécu cette réunion, consultation sur le plan de formation de l'entreprise et on a mis le doigt sur l'hypocrisie des plans de formation ou comment cultiver l'incompétence. Alors, on va évoquer la manière dont sont conçus les plans de formation, ou plutôt ne sont pas conçus les plans d'information. On va évoquer l'obligation légale de l'employeur d'adapter les salariés à son poste de travail. Et en fin de vidéo, on vous donnera quelques conseils pour améliorer la compétence des salariés dans l'entreprise. Alors, pourquoi pensez-vous que la plupart des plans de formation dans les entreprises sont inefficaces, voire fantoches? Alors tout simplement parce que avec le temps, on a oublié que pour qu'une formation soit une formation, il faut la financer. Et on a aujourd'hui, depuis 2008, ça date il y a quelques années maintenant, un épuisement des budgets qui est sidéral, ne serait-ce que parce qu'à cette époque-là, d'ailleurs en 2008 ou avant 2008, on avait une obligation de financer une partie de la formation professionnelle dans l'entreprise avec un budget minimal qui était imposé. Depuis 2008, ce budget a disparu et avec lui l'envie de former correctement les salariés. Donc on a un problème de financement. On a aussi un problème de politique de la formation. Il n'y a plus de politique de la formation dans les entreprises. On parle d'ailleurs de formation continue tout au long de la vie, sauf dans les entreprises. C'est assez curieux. Oui, donc ce compte personnel de formation serait pas ou peu utilisé. Bah, c'est l'histoire tragique des droits à la formation qui n'en sont guère. D'abord parce que le compte personnel de formation devrait pouvoir aider les gens à se former par eux-mêmes. Or, le niveau de budget qu'il faudrait pour se former parfois est largement supérieur aux capacités financières dont disposerait chacun par son ancienneté et par le temps qu'il reste dans l'entreprise. Je rappelle quand même qu'on a monétarisé maintenant ce portefeuille qui était à l'époque un portefeuille d'heures et qu'on s'est tous rendu compte que des formations de 3 000 à 4 000 euros ne peuvent pas être financées simplement par le CPF. Donc on a des CPF qui sont sous-utilisés parce que d'abord les gens ne connaissent pas la façon de l'utiliser. On a beaucoup de formations qui ne sont pas éligibles au CPF et dans tous les cas, on n'aurait pas assez du CPF pour se former. Donc on revient toujours à l'obligation de demander des financements à l'employeur qui généralement les refuse. Ah, moi, j'ai commencé dans ma carrière d'intervieweur avec le droit individuel à la formation, à l'époque la loi sur le DIF de François Fillon, qui était à l'époque ministre du Travail, et qui avait bien expliqué au journal de 20 heures que ce DIF, il était fait pour faire jouer la concurrence, que les salariés devaient se former pour savoir s'ils n'allaient pas trouver un autre métier ou s'ils n'allaient pas pouvoir être mieux payés ailleurs. Et dans les décrets d'application, on s'est retrouvé avec une loi qui était le droit du salarié à demander et le droit de l'employeur de refuser. Parce que c'était devenu ça, le droit individuel à la formation, c'était le droit individuel du DRH à refuser une formation salariée. Est-ce que aujourd'hui, on a l'impression que chaque fois qu'il y a une loi sur la formation pour l'améliorer, on enlève des moyens? Et d'ailleurs, ça a été le cas avec les OPCO et toute la réforme de la collecte des fonds de formation. Est-ce que réellement, c'est une impression ou est-ce que c'est une réalité que la formation professionnelle, plus on l'améliore, plus on la détruit? Alors c'est vraiment une réalité. Il y a souvent des chiffres qui nous permettent de nous comparer, notamment avec d'autres pays européens. On sort souvent le chiffre en milliards, de 34 milliards d'euros de financement des organismes de formation en France, en tout cas des entreprises qui payent des formations, et on forme 2 fois moins qu'en Allemagne. Voilà. Alors est-ce que c'est un problème de moyens, un problème de volonté? On ne sait pas toujours bien l'expliquer. Ce qui est certain, c'est que le droit individuel de formation était une hypocrisie. J'en veux peu d'ailleurs pour preuve, c'est qu'au moment de sa fin, lorsqu'on a dû arrêter ce système un peu hypocrite, 1 milliard d'heures n'étaient pas utilisées. 1 milliard d'heures. C'est-à-dire qu'il y avait des heures en dormance aussi sur les comptes DIF. Et effectivement, c'était trop compliqué. Les gens devaient s'entendre avec l'employeur. Quand l'employeur ne comprenait pas les motivations du salarié et les choix qu'il faisait en matière de formation, il était impossible pour lui d'obtenir la formation. Donc on a trop rigidifié le système au point que on a économisé des heures en veux-tu, en voilà. Alors, ce qui arrive aujourd'hui, c'est qu'on a toujours des plans de formation dans les entreprises, mais vous nous dites, vous déclarez que ces plans de formation cultivent l'incompétence des salariés. Est-ce que vous ne pensez pas que vous poussez le bouchon un peu loin? Alors, j'aime bien faire réagir. Oui, je pousse peut-être le bouchon un peu loin. La réalité, c'est que la plupart des plans de formation sont construits autour de cette idée fixe, et c'est souvent d'ailleurs les RH qui cultivent cette chose-là. Combien ça va vraiment coûter à l'entreprise? Et l'idée, c'est que ça coûte le moins possible. Donc, on appelle généralement ces OPCO, les ex-OPCA, et on leur demande qu'est-ce que vous avez dans votre catalogue. Toutes ces formations qu'on pourrait donc saupoudrer pour donner l'impression qu'on fait de la formation, qu'on s'en préoccupe, dans la mesure où ça coûte rien à l'employeur, à peine évidemment le remplacement du salarié, si tant est qu'il est remplacé d'ailleurs pendant son congé de formation. Donc on choisit des formations qui n'ont pas d'intérêt, qui ne sont pas demandées,
qui ne sont pas utilisables ou qui ne seront pas utilisés ensuite par les salariés qui en seront les bénéficiaires. Et à la fin, on dira, bah, regardez, on a financé des formations, pas de problème, sauf que aucun intérêt. On n'a pas audité les vrais besoins, on n'a pas répondu aux besoins des salariés. Par conséquent, oui, ce système est voué à l'échec et à l'inutilité. Alors, le Code du travail dit l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que le Code du travail est appliqué? Non. Dans bien des cas, on demande aux gens de se débrouiller par eux-mêmes. On parle même d'adaptabilité à outrance, c'est-à-dire qu'on demande aux gens, par défaut que l'employeur ait de former ses collaborateurs, de trouver des solutions par eux-mêmes. On parle même d'inventivité, de démontrer sa zone d'autonomie, de prendre toute la mesure de ses propres responsabilités, bref, de se former aussi en dehors du temps de travail, avec des tutos sur YouTube. La réalité, c'est que les gens n'y arrivent pas toujours, voire ça les inconforte totalement. Non, on ne les adapte pas. On ne les adapte pas pour qu'ils puissent comprendre l'évolution même de leur propre emploi, les normes, parfois les normes métiers qui sont importantes à apprendre. Si on ne les apprend pas, on ne peut pas les appliquer. Et surtout, on n'est pas formé à suivre l'évolution des emplois ou des technologies. On a plein de gens, par exemple, qui du jour au lendemain doivent remplir des tableaux sur un système numérique, un logiciel. On ne les a même pas formés au logiciel. Et donc, ils subissent la pression de comment je dois faire, pourquoi je n'y arrive pas. Donc, nous, on a un vrai problème d'adaptation des salariés à leur poste de travail. Pourtant, les élus sont consultés sur les orientations de la formation et sur le plan de formation. Alors, oui, les élus devraient être consultés sur les orientations de la formation professionnelle, mais il faut savoir que ce système est enclavé parce qu'en fait, ils sont consultés sur plein de choses en même temps. Ils sont consultés sur l'égalité professionnelle, au même rang, on va les consulter le même jour d'ailleurs sur la durée du temps de travail, on va les consulter sur les orientations de la formation, puis sur, d'une certaine façon, la situation de l'entreprise. Donc les élus ne savent plus trop où donner de la tête. Il faut savoir qu'il y a quelques années, il y avait une vraie consultation de la formation qui était distincte de toutes les autres. On prenait le temps de discuter de ce sujet. Aujourd'hui, ça fait partie d'une grande messe qu'on appelle la politique sociale de l'entreprise, dans laquelle on intègre le souci de la formation. Le problème, c'est qu'on survole les sujets, on ne les traite pas au fond. Donc dire qu'ils sont consultés, c'est un grand mot, voire même qu'ils soient tout au juste informés, c'est même un gros mot. Ceci dit, même à l'époque, on avait de très belles présentations PowerPoint, et plus elle était belle, et plus elle était creuse aussi. Peut-être, on peut au moins se féliciter qu'à l'époque, il y avait quand même un effort d'information sur le sujet. Aujourd'hui, on survole tous les sujets. La formation ne trouve plus grâce aux yeux ni des élus, ni des employeurs, encore moins des salariés, qui de toute façon ne posent même plus de demandes parce qu'ils peinent à obtenir ne serait-ce qu'un accord. Donc, à force de se voir refuser des droits à la formation, on pose même plus de demandes de formation. Alors, selon vous, qu'est-ce qui serait bien d'améliorer pour cultiver la compétence des salariés en matière de formation professionnelle? Bon, déjà, il faudrait tirer un vrai bilan. Le problème, c'est qu'on veut monter des plans avant de se poser la question de quels sont les besoins. Et est-ce que les formations qui ont déjà été données, est-ce qu'elles ont produit des effets? Est-ce que ça a été utile? Donc, on devrait faire des audits de compétences, voire même encourager les bilans de compétences. Il y a quelques années, on ne jurait que par les bilans de compétences. Aujourd'hui, on en parle et les gens ignorent encore ce que ça veut dire. Donc, on doit se poser la question de que sont mes salariés, qui sont-ils, que savent-ils faire, que ne savent-ils pas faire dans ce que je leur demande. Et à partir de là, on va créer un vrai plan d'accompagnement de la compétence. L'idée aussi, c'est de former mieux. Alors former mieux, c'est de choisir de meilleurs programmes, des durées qui soient proportionnelles, peut-être d'aller chercher des organismes plus qualifiés, de mettre un peu plus donc d'argent sur la table et surtout donc de valider à l'issue de la formation par une mise en application que l'enseignement a été juste et judicieux. Il faut donc débloquer évidemment des sommes suffisantes, il faut des vrais budgets. Aujourd'hui, en dessous de 2% de la masse salariale en matière de budget de formation, c'est ridiculement bas. Donc il ne faut pas se poser de questions sur l'incompétence. On finance l'incompétence en ne finançant pas la formation. Écoutez, avec tout ça, j'espère que nos élus sauront comment agir et comment réagir lors de la prochaine consultation sur le plan de formation professionnelle de l'entreprise. La regarderont avec peut-être un peu plus de sérieux et feront peut-être des propositions à l'employeur pour rendre ce plan efficace, parce que la formation professionnelle, ça défend l'emploi de demain, parce que les entreprises vivent et tous les patrons vous diront qu'on ne sait pas demain ce qui va se passer. Donc si demain ça se passe mal, il va falloir demain retrouver du travail ailleurs. Et grâce à un plan de formation, la formation tout au long de la vie, ça, pour en parler, on nous en parle, mais dans les actes, c'est beaucoup plus pauvre. Donc j'espère que vous saurez au moins
aware, comme dirait Jean-Claude Van Damme, de ces sujets-là et que vous pourrez réagir en fonction lors de vos prochaines consultations. Merci Fabrice. Merci.